Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Target. Bonjour Christian. Bonjour Roland. Alors Christian, vous êtes le maître absolu de la préparation mentale. Vous avez brillamment accompagné l'équipe de basket vers sa meilleure place historique de médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Vous êtes l'auteur de la Bible de la référence en la matière, la Bible de la préparation mentale. Et donc, on va parler de comment est-ce qu'on peut appliquer ces principes de préparation mentale dans le milieu de l'entreprise. Avant de rentrer, vous êtes incroyable, vous êtes toujours aussi incroyable, vous êtes un peu plus de 300 aujourd'hui, vous êtes inscrits pour écouter Christian. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Vanessa Marcy sur le pouvoir de l'humour, comment faire un atout avec son livre éponyme. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Alors Incentive part du constat que les managers jouent un rôle déterminant dans le succès des programmes d'excellence commerciale. C'est Carlos Tavares, le CEO de Stellantis, qui parle, et qu'à disposition des managers, finalement, il y a peu d'outils pour les aider à accompagner l'ensemble des collaborateurs dans l'excellence opérationnelle. Historiquement, les managers sont très focalisés sur les stars et sur les retardataires et ont peu de temps pour accompagner, pour coacher. Mais dans les périodes de transformation, on a besoin des managers pour être des change makers. Et les outils à leur disposition, c'est souvent de l'email, un réseau social d'entreprise, des tableaux de chiffres, alors qu'il existe aujourd'hui des applications qu'on utilise dans la vie courante, qui nous aident à nous motiver, à créer du sens collectif, à redonner une direction à une équipe. Par exemple, les applications de sport connecté ou les applications pour apprendre des langues. Et donc, Incentive, c'est l'application mobile qui vous aide, qui aide les managers à mobiliser leurs équipes. Et Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays. Voilà, la page de publicité est terminée. Est-ce que Victor, tu peux nous faire le portrait de Christian et de son extraordinaire aventure autour de la préparation mentale? Oui, bien sûr. Merci Roland. Christian Targier, vous êtes professeur d'EPS de formation. Vous avez été entraîneur jusqu'au haut niveau mondial de planche à voile avec 2 titres mondiaux et formateur de managers sportifs. Vous devenez préparateur mental et accompagnez de nombreux athlètes jusqu'au plus haut niveau mondial et olympique dans une vingtaine de sports. Vous avez accompagné l'équipe de France de basket jusqu'en finale aux Jeux Olympiques de Sydney. Vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin et dépassez les limites du monde du sport pour faire profiter de votre expérience le monde de l'entreprise. Vous êtes un pionnier de la préparation mentale et vous avez documenté vos travaux dans de nombreux ouvrages, dont la Bible de la préparation mentale. Vous faites bénéficier de vos conseils les entreprises grâce à votre structure, la méthode Target, qui forme les managers aux bonnes pratiques de préparation mentale. Vous êtes aujourd'hui aussi l'intervenant central du diplôme de coaching et de performance mentale de l'Université de Dijon. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Christian dans l'espace questions, il y répondra en fin d'entretien. Merci beaucoup. Alors Christian, bienvenue. Encore une fois, on est absolument enchanté de vous avoir avec nous. Euh, Christian, qu'est-ce que c'est la préparation mentale? Alors, je vais vous faire deux retours, hein, un retour théorique et un retour pratique. Je le lis parce que je ne la connais pas par cœur, la définition. La préparation mentale telle qu'on la définit, c'est un ensemble d'outils ou de stratégies pour l'accompagnement de la personne au service de sa réussite perso et pro, de son équilibre de vie et surtout pour le diriger vers une autonomie la plus totale possible. Bien, maintenant, je vais vous expliquer comment moi je l'explique la préparation mentale sur deux exemples. D'abord, le plus simple, c'est que pour moi, la préparation mentale, le principal objet est de permettre à toutes les personnes d'être au maximum de leurs compétences techniques. Pour moi, il y a des compétences techniques et il y a des compétences mentales. Les compétences techniques, c'est tout ce que l'on apprend à l'école, c'est tout ce que le manager sait faire, c'est tout ce que l'athlète sait faire. Et puis les compétences mentales, c'est ce qui, dans le cerveau, en gros, vient perturber les compétences techniques. Et les compétences mentales luttent contre justement ces bugs dans le cerveau. Ce qui fait que je reviens à ma définition. Si vous
possédez des compétences mentales, vous allez pouvoir jouer, entre guillemets, au maximum de ce que vous savez faire. 2 exemples ou 3 exemples. Le premier, c'est le tir au basket, puisqu'on va parler de basket. J'ai été surpris quand j'étais à Sydney d'apprendre que ces gens-là, quand ils faisaient des séries d'entraînement de tir au panier, ils en faisaient une dizaine, ils en marquaient 100%. Et en match, ça oscille entre 50 et 70, je crois, au mieux. Là, c'est l'expression la plus claire de ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver qu'ils soient fatigués. Il y a des distracteurs de tous ordres. La fatigue, les émotions du moment, le public, la peur, toutes sortes d'émotions qui font que la concentration diminue. Et quand la concentration diminue, le geste est moins précis. Donc finalement, la préparation mentale, c'est devenir le meilleur de ce qu'on est capable de faire. Excusez-moi, j'ai pas bien. La préparation mentale, c'est aider chacun à devenir le meilleur de ce qu'on est capable de faire. Alors, c'est être capable de faire ce qu'il sait faire au mieux. Alors ça vaut pour l'individu. C'est-à-dire que l'idée de se dépasser, moi, m'échappe. On fait ce qu'on sait faire. Et si on veut se dépasser, on fait comme ce skieur aux Jeux Olympiques qui a dit, ben moi, je vais y aller à fond. Et la 5 portes, il a dégagé. Pour moi, on fait ce qu'on sait faire. Sauf en équipe. En équipe, une équipe peut se dépasser. Parce qu'il y a des tas de phénomènes de déconcentration dans une équipe. Et on parlera du foot tout à l'heure, si vous voulez, de la finale de foot que tout le monde a vue. Et moi, je vous dirai mon point de vue, ce que j'ai vu avant le match et mon pronostic à ce moment-là. Excellent, excellent. Alors, la préparation mentale, il y a un schéma pour simplifier, c'est finalement l'équilibre entre les capacités de l'individu, d'appeler les compétences techniques, et puis l'exigence de la tâche. La capacité de l'individu qui, si elle est très importante, mais que la tâche n'est, elle, assez limitée, la personne va s'ennuyer. À l'autre inverse, si la capacité de l'individu est limitée, mais que l'exigence de la tâche est très forte, ça provoque de la peur, ça provoque de l'anxiété. Et tout l'enjeu de ce que vous décrivez dans votre livre, et on verra après le détail de ces schémas, c'est comment est-ce qu'on amène les collaborateurs ou les individus au sein d'une équipe dans une expérience optimale vers ce que vous appelez le flow, la fluidité de bien-être avec des exigences assez faibles, et puis la fluidité, le flow de performance quand l'exigence de la tâche est élevée. Et alors, ça donne lieu à finalement des analyses assez précises sur où est-ce que se situe un joueur dans une équipe et où est-ce que se situe une équipe en tant que groupe. Dans une zone de routine qui est plutôt démotivante, dans une zone de maîtrise où les joueurs et les équipes se sentent en sécurité, la zone de performance, du flow dont on parlait tout à l'heure, la zone de défi pour aller chercher le maximum de performance en tant que groupe, et puis la zone de panique avec toute l'incertitude qui est allouée. Alors comment est-ce que, en tant que préparateur mental, en tant que manager, en tant qu'entraîneur, en tant que capitaine d'équipe, on peut utiliser ce framework pour préparer et mieux accompagner ces équipes? Oui, si vous voulez bien passer à l'image suivante, oui, bien sûr, on peut non seulement on peut, mais on doit, parce que le document que vous avez là devant vous exprime le profil d'action. J'appelle ça un profil d'action. Je sors complètement des profils de personnalité qui, pour moi, ne servent pas à grand-chose. Le profil d'action, puisqu'on est des spécialistes de l'action. Là, vous avez un profil d'action des joueurs, en gros, de basket avant
le championnat. Tous mes champions du monde, j'en ai plusieurs avec qui j'ai pu travailler, présentent ce profil d'action. Leur caractéristique, c'est que dans les zones dites de panique et de stress que vous voyez à gauche, il n'y a pas aucune présence ou très faible. Et la zone de routine, qui est une zone négative aussi, c'est une zone de rigidité, il n'y a rien. Et tout le reste, c'est dans les zones de défi, de performance et de maîtrise, qui sont des zones en fait vertueuses. Et ça, avec mon questionnaire, on en parlera tout à l'heure à la fin, avec mon diagnostic, je connais le profil immédiatement de tout le monde, enfin de la personne. Voilà, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de performances et vous direz peu de maîtrise, mais il faut se méfier du mot maîtrise. Il est perçu là comme la confiance dans ses compétences, mais aussi le besoin de sécurité qui lui est un frein. Donc il faut de la maîtrise, mais il n'en faut pas trop. Il faut du défi, il faut de la performance. Moi je dirais il faut du défi, performance. Et ça, c'est aussi le profil des grands managers avec qui j'ai pu travailler. C'est la même chose. J'ajouterais une petite nuance. Les managers haut de gamme sont souvent un peu plus en performance qu'en défi. Mais ça vaut pour 5 points, donc ce n'est pas significatif. Donc toujours être un peu en déséquilibre par rapport à la sécurité, la sérénité, pour aller prendre une prise de risque optimale, c'est ça? Voilà, alors il y a une chose qu'on ne voit pas trop là sur ce schéma, c'est les prises de risque. C'est quoi la prise de risque? La prise de risque, c'est savoir exactement les limites de ce qu'on peut faire. Si vous regardez en haut, juste en dessous de panic stress, il y a un petit m. Un petit m, ça veut dire que la prise de risque est maximale et quand elle est maximale, elle est trop. Maximale au sens trop. Et quand on est trop, on risque l'erreur, on risque la panique consécutive à l'erreur, à l'échec. Si vous voyez à l'opposé, juste à droite de la boule verte, vous avez un I. Le I, ça veut dire improductif. Une prise de risque improductive. Les athlètes de haut niveau ne sont pas programmés du tout pour ce type de risque. Je vais vous donner un exemple. Une de nos skieuses aux Jeux Olympiques est une des aux premières manches de slalom. Donc, elle décide à la deuxième manche d'assurer. Quand on assure, pour moi, on est improductif. C'est-à-dire qu'on se trouve dans la maîtrise exacerbée, on n'est plus en défi. Bilan, à la quatrième porte, elle enfournait. Elle aurait simplement fait ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire quelque chose de raisonnable entre les deux, une prise de risque raisonnable ou une prise de risque optimale qui est en limite entre la panique et le défi. Elle terminait avec un très bon terme, elle est championne olympique. Ça se joue à des petits détails comme ça. Les athlètes de haut niveau n'ont pas un cerveau programmé pour assurer. Ce n'est pas possible. On n'assure pas aux Jeux Olympiques. Ou alors on se plante. C'est passionnant. Alors le profil d'action paniqué, là c'est l'inverse, quelqu'un qui prend trop de risques, hein, c'est ça? Alors, moi j'ai identifié 18 profils. 18 profils. Il y en a 7 majeurs et 8 secondaires. Là, c'est un des profils très fréquents, c'est le profil paniqué. Ça veut dire qu'il a une présence maximale dans la panique, comme vous le voyez. Ensuite, vous voyez bien cette espèce d'arc. Il est improductif, bien sûr. Il y a des peurs, des surpressions, des désordres, etc. Ce qui est remarquable quand même, regardez maintenant, on voit complètement la courbe dont je vous parlais tout à l'heure de la prise de risque. On voit bien la improductive. On voit bien la position R raisonnable. On voit bien la position O optimale, qui est la position, on ne la voit pas bien, elle est coupée, position optimale. Et puis, comme par hasard, la position maximale, elle est couverte par la boule de panique. Là, ça, c'est une personne qui est, je l'ai mis, improductive au maximum.
Il y en a beaucoup. J'en rencontre beaucoup. Alors, ça peut être des profils d'action paniqués à cause de bouleversements intérieurs ou à cause d'un phénomène externe. À Alors, l'inverse, on a des profils d'action routiniers. alors, dans les deux cas, hein, les causes peuvent être extérieures ou intérieures, mais comme ça communique vite, c'est difficile quelquefois de savoir. Ça, c'est l'inverse. Alors, l'inverse, c'est le routinier. Le routinier, alors lui, il n'a absolument pas de défi. Donc, c'est quelqu'un, j'en connais, et j'ai travaillé avec un directeur d'entreprise qui avait ce profil-là. Je peux vous dire que, regardez la demande, il n'y a pas de demande haute, il n'y a pas de défi. C'est la caractéristique des fameuses entreprises de l'époque, Air France, les grandes entreprises qui avaient 5 étages de, de personnel et qui n'avaient pas l'objectif de faire des choses nouvelles, qui avaient juste l'objectif de fonctionner. Ça, c'était avant les nationalisations. Non, pardon, avant, c'était du temps des Les nationalisations. nationalisations, les privatisations. Oui. Donc, Donc là, évidemment, oui, allez-y. un profil performant, un profil stressé, un profil routinier. Donc ça, c'est finalement à travers les outils que vous décrivez dans la Bible de la préparation mentale, une manière de faire les diagnostics à un niveau individuel, également à un niveau d'équipe. Et tout ça, finalement, derrière, pour travailler avec chaque sportif et avec chaque équipe sur la performance mentale. Et vous avez créé le modèle de performance mentale pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet, de la préparation et du coaching mental. Voilà, alors une petite remarque juste avant de répondre à votre question. Le plan d'action, le profil d'action est personnel, bien Et sûr. personnel, d'accord. Mais j'en ai fait un aussi pour les équipes, dont on parlera tout à l'heure si vous voulez bien. Voilà, le modèle de performance mentale, lorsque j'ai créé ma méthode, je me suis posé la question, comment fonctionne-t-on? Je suis très, très branché sur tout ce qui est cerveau, et j'ai essayé de faire un modèle qui ressemblait le mieux possible ou le moins mal possible à ce qui se passe dans le cerveau. Si vous voulez bien me le passer. Alors, Voilà. Donc, il y a un premier étage en bas qui sont finalement les ressources, hein. voilà. Et il y a en fait il y a en fait ce qu'on appelle des boîtes. Et les boîtes, si vous regardez émotion, énergie, c'est l'activation. Si vous avez un problème d'énergie parce que votre gamin vous l'a pas laissé dormir la nuit, c'est sûr que le matin, vous n'allez pas être très, très bon au travail. Pour les émotions, si vos actionnaires vous a téléphoné qu'il est vraiment pas content du tout de vous, c'est sûr que ça va provoquer quand même un problème émotionnel négatif et aussi peut-être un problème d'estime de soi. Et ça, regardez bien, l'estime de soi et la motivation, pour moi, c'est l'équilibre. Émotion, énergie, énergie, émotion, c'est l'activation. Et en vertical, la motivation et l'estime de soi, c'est l'équilibre. J'ai pas mis équilibre par hasard, c'est parce que l'estime de soi est typiquement quelque chose qui est évolutif. Ça bouge beaucoup. L'estime de soi, il faut la surveiller comme le lait sur le feu. L'estime de soi, pour moi, ce sont des raisons d'être, ce sont des croyances un peu décalées. Si vous ne savez pas ce que sont vos raisons d'être, c'est sûr que vous ne serez pas équilibré. Mais vos raisons d'être peuvent être perturbées par vos émotions et par votre fatigue. En tout cas, l'estime de soi est la base de la motivation. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas gérer votre estime de soi, votre motivation va s'appuyer sur rien ou sur du vent. Et une motivation qui s'appuie sur du vent, elle va dans tous les sens. C'est extrêmement fatigant. Je vais au plus simple, hein, m'en voudrez pas, je suis obligé de faire simple. Et la motivation, c'est la direction finalement qu'on se donne, hein, c'est les objectifs qu'on se fixe. Alors, pour moi, la motivation, c'est l'objectif, c'est-à-dire que c'est la direction, c'est je sais où je veux aller.
c'est l'intensité que je veux mettre dans cette direction, et c'est aussi la persévérance, c'est-à-dire comment je m'organise, comment je gère mes priorités, c'est tout ce qui constitue la réussite des personnes. Vous savez, la motivation, tout le monde connaît le modèle SMART. Sauf que le modèle SMART a oublié le plaisir, il a oublié l'énergie, et il a oublié l'estime de soi. Donc, j'ai rajouté tout ça dans SMART, et moi, j'ai mis un modèle qui s'appelle les 9 P des réglages qualité de la motivation. Un objectif doit être hyper précis, hyper bien réglé, sinon ça va vite dans le fossé. Et je me permets de dire que ce que je dis là pour les personnes vaut évidemment aussi bien, je dirais encore plus pour les entreprises, parce que c'est beaucoup plus flou pour les entreprises et quelquefois le plus difficile à cerner. L'étage suivant, c'est la concentration. Alors la concentration sur le passé, hein, la concentration sur le passé pour comprendre, apprendre de ses erreurs, apprendre de ses succès, et puis la concentration sur le futur pour là aussi se donner une dynamique, une dynamique positive. Alors, la concentration, c'est le plus important, hein, c'est la concentration sur le présent, parce que tout se passe dans le présent. Même quand on réfléchit sur le passé, on réfléchit au présent passé. Et quand on projette quelque chose, qui est notre capacité d'humain, on est dans le présent futur. Donc, le présent, pour moi, c'est central. J'aurais dû commencer par ça. Le présent, c'est là où se passent les fluidités. Le présent, c'est là où se fait la justesse de la réponse. La bonne décision se passe dans le présent. Oui, mais elle peut être perturbée par une énergie fragile, par une émotion fragile, par une estime de soi brinque-ballante et une motivation un peu décalée. Mais c'est dans le présent que ça se passe. Et moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vivre dans le présent autant que faire se peut. À votre question, que vient de faire le passé et le futur? Le passé, c'est exploiter le futur, vous l'avez dit. C'est 2 ou 3 outils que l'on a qui permettent d'exploiter au mieux le futur dans le présent. Et qui permettent d'exploiter le passé dans le présent. Passé, oui. Et aussi de se projeter dans le futur. Vous savez, la méthode Coué, on en a beaucoup gossé. La méthode Coué, se projeter, c'était sûr de réussir. Les Américains ont montré que c'était une bonne idée. Et nous, on sait maintenant que lorsque vous projetez un projet dans le futur, vous créez une configuration neuronale, donc un automatisme futur dans votre cerveau. De sorte que quand vous allez y arriver, vous êtes en pays connu. Je ne dirais pas que ça vous tire, mais je dirais que si vous le renforcez régulièrement, si vous l'entraînez, parce que l'entraînement mental, il faut qu'on en parle absolument, Roland, si vous l'entraînez, eh bien, vous allez vous retrouver en milieu conquis. C'est pour ça que les gens qui ne pensent qu'à se raser, par exemple, même en se rasant le matin, ils finissent par y arriver. C'est une des raisons. Voilà. Et puis la communication, c'est aussi. Alors, tout ça, c'est au service du présent, mais la communication aussi. Le leadership, c'est quelque chose qui, puisque j'ai un auditoire de managers, le leadership, c'est quelque chose qui dépend strictement de ce qui est dessous, c'est-à-dire capacité énergétique, d'estime de soi, d'émotion, motivation, etc. On a parlé d'aura. Oui, l'aura, c'est quelque chose de particulier, c'est vrai. Mais une aura avec des dysfonctionnements dessous, ça donne des patrons décalés, complètement décalés. Mais il n'y a qu'eux qui ne le voient pas parce qu'ils ont l'aura et ils sont dans leur aura. Le deuxième, c'est l'influence. L'influence, puisqu'on est dans le commerce, les stratégies d'influence et les stratégies Je vais vous donner un exemple de stratégie d'influence. Je suis en Australie. Je travaille avec les parachutistes du vol relatif. Vous savez, ces gens qui font des figures à 4, qui font des figures pendant 35 secondes. Et on est contre les Américains qui sont champions du monde depuis toujours. Ça énerve les Français qui sont aussi bons. Et j'ai travaillé 1 an avec eux, on est à 3 points derrière, ils peuvent encore gagner dernière manche. Et là, je leur dis, vous allez rentrer dans l'avion où ils sont face à face.
mais vous allez rentrer dans l'avion en en mental parfait fort. Vous allez mettre des lunettes de soleil, enfin vos lunettes de soleil, vous les mettez de travers, vous mettez le casque légèrement de travers et vous ouvrez votre combinaison en parfait débraillé. Mon idée était d'avoir une influence tout simplement sur les Américains. Ça n'a pas manqué. Ils n'avaient jamais fait une faute, ils en ont fait 3, donc on a gagné de 10 points ou 15 points. C'est ça l'influence, la stratégie d'influence. Mais il faut savoir aussi lutter contre la stratégie d'influence. Les Américains sont très, très pas bons là-dessus. Ils sont tellement crédules que là-dessus, on les plante chaque fois. Voilà, c'était une petite anecdote. Alors, est-ce qu'on peut, de façon très pragmatique, alors dans votre méthodologie, il y a des outils pour travailler chacune de ces boîtes. Peut-être qu'on peut faire un focus, si ça vous va, Christian, sur les émotions, les émotions. Comment est-ce que on peut travailler avec son équipe ces émotions qui sont finalement, on le voit, des conditions pour accéder à la motivation et des conditions pour aider chacun à performer dans le présent avec cette concentration et ce flow qui en découle. Alors, vous avez raison de me faire un focus là-dessus parce que c'est ce qui est le plus long de mon bouquin. C'est effectivement ce qui est le moins étudié. Et c'est, à mon sens, avec l'estime de soi, ce qui est le plus important. Alors, les émotions, il faut savoir que, étude américaine sur 30 000 personnes, il y a, dans les études d'émotions, 75% d'émotions positives et 25% d'études d'émotions négatives. Sur les 25% d'émotions négatives, il y a 75% qui sont peu négatives. Je vous passe ce détail. 25 qui le sont moyennement et 5 qui le sont beaucoup. Et ça, c'est des bonnes nouvelles parce que ça veut dire qu'il y a finalement dans notre vie peu d'émotions négatives, sauf que très souvent, on les renforce comme ce n'est pas possible. Mais comme il y en a peu, ben, il faut trouver les outils et le switch est l'outil idéal. Maintenant, les gens commencent à parler du switch. On switch telle situation, c'est tout simple. J'ai travaillé avec un manager d'une grosse entreprise à Monaco qui avait un gros problème personnel d'estime de soi qui perturbait beaucoup ses émotions. Ben, je lui ai appris tout simplement, et ça perturbait vraiment, ça le perturbait chez lui, ça le perturbait dans sa voiture avant d'aller travailler, ça le perturbait dans son travail. Ben, je lui ai appris à switcher, à faire un espèce de sas entre sa voiture et le travail. Et je lui ai appris tout simplement à sortir de l'émotion qui pour moi ne tenait pas bien la route, mais pour lui, oui, à la zapper complètement en même temps qu'il fermait sa porte de voiture et après quand il ouvrait la porte de l'entreprise. Ça marchait très très bien, il en est très content. Je lui ai appris aussi le soir à faire l'inverse, à ne pas amener les émotions de son travail chez lui. C'est tout simple, sauf que ça demande un entraînement et de l'entraînement mental. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple sportif? Vous avez entraîné l'équipe de France de basket. Il y a un moment d'intensité et de concentration nécessaire, c'est lors des lancers francs. Comment est-ce qu'on applique ce concept de switch et comment est-ce que vous formez, comment on peut s'entraîner pour j'ai raté mon premier lancer franc, comment je reconcentre mon énergie pour gagner le deuxième? Sur l'équipe de basket, je vais pas vous parler beaucoup de switch. Moi, je vous ai parlé du switch parce que vous me l'avez demandé, parce qu'il y a des outils quand même dans toutes ces boîtes qui sont différents. Pour l'équipe de basket, la problématique telle que je l'ai vue était différente. On était perçu comme ne pas rentrer dans les phases finales, que normalement, si on faisait mieux que 14e, on était les meilleurs. Là, je vous situe le niveau. Ouais. Or, on avait des bons joueurs individuellement. Aucun Américain, aucun joueur en NBA. Donc, je me suis dit qu'il fallait essayer que ces joueurs jouent ensemble. Est-ce que vous pouvez me remettre le schéma sur le MPM, sur le modèle? Alors, le modèle, je vous remets le modèle. Le précédent, juste le précédent. Voilà. Si vous me le. Voilà.
Donc, j'ai essayé de voir comment fonctionnait chacune des personnes en énergie, en émotion, en estime de soi, en motivation, etc. Et notamment en concentration, je leur ai demandé sur quoi ils se concentraient quand ils jouaient, quand ils ne jouaient pas et à d'autres moments. Alors, surtout, quand ils se concentraient, quand ils étaient en train de jouer, c'était spectaculaire. Ils pouvaient penser à une personne en particulier, à la victoire, à l'échec, à n'importe quoi, sauf qu'ils ne pensaient pas à l'instant présent. Or ça, c'est une catastrophe. Quelqu'un qui n'est pas dans le présent est en train de faire autre chose. On le sait quand on conduit, quelqu'un qui téléphone est quelqu'un de dangereux, on le sait. C'est pareil au basket. S'il y a une personne qui pense à autre chose que ce qu'il doit faire, il n'y a plus que 4 personnes qui fonctionnent sur le terrain. 4, c'est 80, mais comme 1, ça perturbe les autres, on arrive à des 50%. Et comme quelquefois il y en a 2 qui se déconcentrent, ça donne très peu de gens qui sont concentrés. Donc, moi, j'ai mis un système en place, il m'a fallu 6 mois de regroupement des personnes. Je me suis débrouillé pour qu'ils ne soient jamais, jamais, jamais lâchés. Vous savez qu'au basket, il y a 40 minutes de jeu, mais il y a 80 minutes pour le match. Donc, il y a 40 minutes où les gens peuvent se déconcentrer. Donc, tout mon travail a consisté à d'abord savoir à quoi ils pensaient, d'abord savoir pourquoi ils y pensaient, et après comment on pourrait éviter qu'ils pensent à autre chose que le match, avec ce que j'ai appelé les bulles. Et les bulles avaient la fonction de les ramener sur le terrain. Si vous me demandez ce qui se passait dans les bulles, c'était évidemment des mots, c'était leurs mots. Hein. J'ai appris les mots du basket. Moi, je suis un ancien basketteur, mais je ne connaissais plus rien au basket, etc. Il se passe des choses intéressantes. Ils se donnaient des consignes. On voit ça au rugby de plus en plus, et malheureusement, on ne le voit pas beaucoup au foot. Alors, vous vouliez parler d'Antoine Rigaudot. Hein, Antoine Rigaudot, le roi, 128 sélections en national, le meneur de Cholet. Vous êtes appuyé sur Antoine Rigaudot hein, pendant ces Olympiades. Alors, oui, moi, je me suis appuyé sur 4 leaders. Hein. Il y avait Antoine, il y avait le Niçois, le nom m'échappe, et puis il y avait Bilbao, le fameux basketteur, et puis un autre qui a disparu. J'avais 3 leaders en fait. Donc 3 leaders, il fallait qu'il y en ait toujours un ou deux sur le terrain. Antoine a été, les 3 leaders, mais surtout Antoine a été le relais systématique auprès de l'équipe. Antoine, c'est celui qui parlait le plus souvent. Vous savez, dans ces équipes, on parle. C'est une hiérarchie. Il y a lui qui parle, lui qui parle, lui qui parle, lui qui parle, dans l'ordre. Donc Antoine était le leader incontesté. Donc il m'a beaucoup aidé parce qu'il a joué complètement à ça. Et comme il dit, c'est ce qu'ils disent, je crois que ça les a beaucoup aidés. Ils en sont arrivés même quelquefois à se donner des consignes autres que celles qu'ils avaient. Parce que c'est vrai que les joueurs, c'est bien connu, sont sur le terrain et jouent quelquefois mieux que les entraîneurs. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui se passe. Et résultat, médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France de basket. Ça a dû être une émotion incroyable. À ce moment-là, c'est des moments fabuleux. Là, je suis vu derrière le photographe. Là. Ça, c'est des moments extraordinaires parce que c'était complètement imprévu. Hein. Quand on est tombé en demi-finale contre les Américains, quand même, contre la Dream Team, petite équipe, etc. Tout le monde ne donnait pas cher de notre vie. On était à 10 minutes, on était à 4 points quand même. Et là, je crois, ce qui s'est passé, comme c'était leur Coca-Cola 20h USA et 11h Australie, ils ont cassé, m'a dit l'entraîneur. J'ai pas tout vu ça. Ils ont joué rude, ils ont un peu déstabilisé, ils ont mis un distracteur qui leur a permis de prendre 6 points d'avance. Mais 6 points, c'est pas beaucoup. Voilà, on a réussi une grande performance. Enfin, tout le monde a bien reconnu. Voilà, je reconnais tous ces joueurs. Et on s'est revu il n'y a pas longtemps. On a beaucoup parlé de ça. C'est très sympa. Alors, le foot. Vous m'avez parlé foot tout à l'heure. La dernière question sur le foot. Oui. Et puis après, on passera aux questions de nos auditeurs parce qu'on arrive déjà au bout d'une demi-heure. Ça passe très vite. Alors, le foot. Qu'est-ce que vous avez vu dans l'équipe de France, à la télévision, les joueurs je suis comme tout le monde devant
la télévision avant l'entrée, parce que tout se passe avant souvent. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle le attaquer fort. Hein. J'ai appris à ces joueurs à attaquer le match en attaquer fort. Et attaquer fort, c'est un système que vous trouverez dans mon bouquin. Et lorsque les joueurs rentrent sur le terrain, sur la gauche de l'écran, je vois les Argentins qui rentrent en vol de l'oie sauvage, avec Messi devant, qui vont s'entraîner ensemble. Les entraîneurs sont légèrement à l'extérieur. Les Français rentrent dans le plus parfait désordre, par ce petit groupe, et avec un entraîneur par petit groupe. Il faut rappeler quand même que si les entraîneurs sont indispensables après, pendant, ils ne servent plus à rien, ou pas grand-chose. C'est le problème de tous les niveaux, hein, tous les sports. Donc, moi, je dis à ma petite famille, bah, écoutez, là, quand même, il y a un problème de peut-être de cohésion des Français par rapport aux Argentins. Je verrais bien un but assez rapide, et pourquoi pas deux. Je me souviens de ça, je peux y aller, j'étais en circuit fermé. Alors, ce qui s'est passé après, vous l'avez vu comme moi, les joueurs sont rentrés, les joueurs, en fait, cohésion veut dire concentration maxi. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont dans le profil d'action performant, collectif. Il n'y en a pas un qui déroge. Ce qui a fait que toute l'équipe était concentrée, mais les joueurs étaient concentrés. Ils avaient toujours un petit dixième d'avance sur les Français et ils ont intercepté toutes les balles. Ça a déstabilisé complètement la concentration des Français qui n'ont jamais pu se reconcentrer. Et là, s'il y avait un système de bulles, parce qu'il y a 20 minutes d'arrêt de jeu au foot, je pense que ça aurait aidé beaucoup les joueurs à se reconcentrer. Et là, je pense que Didier Deschamps aurait pu donner des consignes à des joueurs. Voilà, il s'est beaucoup énervé, mais je pense que là, il ne faut pas s'énerver. Là, c'est difficile à vivre, mais et on a failli gagner, c'est vrai, mais sur des exploits personnels. Voilà, avec la préparation mentale, on arrive au sommet avec l'équipe de basket, à Sydney. On manque une finale également par manque de bons réflexes sur cette préparation mentale. Un immense merci Christian de cet éclairage et de finalement cette introduction hein, à tous ces outils très pratiques, très concrets qui sont présents dans cette Bible de la préparation mentale qui permettent de mieux gérer ses émotions, mieux gérer sa concentration et aboutir à cette situation de flow, ce déséquilibre permanent où on va aller chercher le défi pour que chacun puisse exécuter parfaitement ce qu'il sait faire. Moi, j'ai retenu que finalement, il ne fallait pas chercher l'exploit individuel, on ne pouvait pas se dépasser soi-même, mais qu'en revanche, en équipe, on pouvait aller beaucoup plus loin. Un immense merci. Pour aller plus loin, bien sûr, allez précipitez-vous à la FNAC pour acheter la Bible de la préparation mentale. C'est un gros pavé, mais c'est très pragmatique, concret, avec des outils, des questionnaires, des checklists. Voilà, et ça, vous pouvez utiliser ça en famille avec vos enfants pour les aider à coacher, à les coacher dans leurs activités sportives ou avec vos équipes pour mieux comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre. Il y a des modèles de leadership, c'est absolument passionnant. Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience, Lionel Nakache aux éditions Odile Jacob. Et puis bien sûr la méthode Target, hein, si vous avez besoin d'accompagnement et d'expertise sur ces préparations mentales, n'hésitez pas à contacter Christian. Voilà, un immense merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement à Christian sur l'interface GoToWebinar et Victor nous les lira. Victor, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Oui, Roland, on a des questions. Merci Christian pour cette présentation. Alors, première question de Rafika. Est-ce que la préparation mentale est liée à un objectif bien précis et donc à un objectif bien précis? Oui. Ben, moi, je dirais que les objectifs sont inclus dans la préparation mentale, mais si vous avez un objectif
bien précis. Nous, c'était moi, j'avais dit je vais être en finale enfin, je vais être médaillé à Sydney. Oui, à ce moment-là, vous organisez l'ensemble des éléments que je viens de vous dire. Hein. Il y a une soixantaine d'outils dans les boîtes que je vous ai proposées. Il y a une soixantaine d'outils et une centaine d'exercices. Donc oui, là, vous vous organisez pour l'objectif. Il faut définir l'objectif, il faut être bien clair, et quand l'objectif sera fixé, on pourra y aller. Sans objectif, on n'y va pas. D'accord. Et donc la deuxième partie de la question, est-ce que donc la préparation mentale est limitée dans le temps, ou bien est-ce qu'elle doit être omniprésente pour être constamment renouvelée? Ah, ça, c'est une bonne question parce que tout à l'heure, j'ai proposé de parler d'entraînement mental. Là, il y a 60 outils à peu près dans la méthode. Je pense que les gens qui font le cursus complet des outils en retiennent 5, 6, voire 10, et ça suffit largement. C'est-à-dire que les gens prennent les outils qui leur servent. Mais par contre, ils savent s'en servir, ils sont présents et surtout, ils s'y entraînent. Parce que c'est quand même étonnant. On parle d'entraînement physique. On parle d'entraînement technique et on ne parle pas d'entraînement mental. C'est quand même bizarre que le cerveau, lui, ne puisse pas faire la même chose pour le mental que le technique ou que le physique. Donc, c'est pour ça que vous trouverez dans ce bouquin les 10 principes de l'entraînement mental et aussi des plans d'entraînement mental. Celui qui ne s'entraîne pas en mental perd tous les acquis. De même que s'il ne s'entraîne pas en technique, il perd aussi pas mal d'acquis. Et ça, c'est un truc qui n'est pas encore passé dans le monde du sport et bien sûr dans le monde de l'entreprise. Question de Julien. En sport, on parle d'entrer dans la zone quand on est au top de ses capacités. Y a-t-il son équivalent dans l'univers du travail? Oui, il n'y a pas de. La question, c'est en sport, on dit d'être dans la zone, et s'il y a un équivalent, c'est ça? Oui. Oui, pour moi, c'est la même chose. Je ne fais aucune différence entre la personne au travail et la personne dans le monde du sport. La seule différence, à la limite, c'est qu'il est clair pour les sportifs qu'un jour, il y a un échec, il y a un arrêt, et que pour l'entreprise, ce n'est pas clair du tout, alors que c'est souvent la même chose. Mais ce n'est pas clair. Donc, l'échec est admis en sport, à la limite, mais n'est pas encore admis dans le monde de l'entreprise, alors qu'on ne progresse que par l'échec, que par l'erreur. Et ça me semble être une évidence que tout le monde a oublié. Sinon, la cohésion des groupes et la cohésion d'une équipe de direction, c'est la même chose. Je ne vois pas quel serait l'élément qui fait que ce serait différent. J'ai cherché parce que dans le commerce, beaucoup ont mis des méthodes machin pour ça, méthode machin pour ça. Moi, il y a une seule méthode de préparation mentale qui vaut pour tout le monde. Et une seule méthode aussi de cohésion. Alors, excusez-moi, je ne suis pas en train de dire que je suis uniquement détenteur de la bonne méthode. Hein. Je dis que tous ceux qui travaillent sur l'individu peuvent travailler de la même façon sur les équipes, et tous ceux qui travaillent sur les équipes de sport peuvent travailler sur les équipes d'entreprise et vice-versa. D'accord. Question d'Antoine. Par rapport au profil d'action individuelle, quels sont les traits visibles d'un manager en défi et performance? Quels sont les traits visibles. Comment repérer un manager qui est en défi et performance, par exemple, par rapport à un manager qui est en routine ou Alors, en anxiété? là, on va basculer dans la personnalité, ce qui n'est pas très agréable. Et franchement, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Si, je peux y répondre. Moi, j'ai un diagnostic de 100 questions. Avant de le diagnostic, je vais avoir des impressions. Mais le problème des impressions, vous le savez comme moi, c'est qu'en fait, vous calquez votre cerveau sur la personne. Vos impressions ne sont que vos impressions. Et vos impressions, c'est les filtres. C'est terrible. C'est normal.
la vision que l'on a, c'est la vision, la nôtre, c'est pas la vision de l'autre. Donc le diagnostic de 100 questions, c'est lui qui le remplit et ça donne sa place, son placement sur le profil d'action et aussi sur le modèle de performance mentale. Et aussi sur les outils, évidemment. Quand j'ai le DPM sur 48 pages, je sais absolument qui y a derrière. Et très honnêtement, sa personnalité, pardonnez-moi, mais je m'en fous, quoi. C'est pas... Orienté action. Après, c'est autre chose, hein. Il peut y avoir des gens qui sont agressifs. On verra pas forcément la personne agressive. Ça, vous pouvez le voir, mais et puis quelqu'un qui se fait embaucher, il va pas être agressif. C'est après qu'il devient. C'est des trucs. Là, vraiment, si vous avez l'occasion de faire ce diagnostic, jetez-y un œil et vous verrez que moi, je peux envoyer un diagnostic anonymé à tous ceux qui me le demandent. Hein. Comme ça, ils verront ce qui se passe et comment ça marche. Oui, une dernière question de Rafika. Est-ce qu'une compétence technique sans préparation mentale peut fonctionner? Et inversement, est-ce qu'une compétence mentale peut aider et inciter la personne à s'investir pour acquérir la compétence technique dont elle a besoin? Alors, la première question, je vous dirais oui, puisqu'il y a des gens qui sont spontanément équilibrés, qui ont des gestions d'émotions saines, qui savent se restaurer, qui savent s'arrêter, qui ne savent pas aller trop loin. Il y en a, j'en connais quelques-unes. Au basket, pour parler du basket, il y en a 2 qui étaient parfaitement, c'était pas de mon ressort, quoi. Sur 14, sur 15, il y en a 2 qui n'étaient pas de mon ressort. Ça, c'est ce qu'ils disaient. J'ai pas mesuré. Donc, à la première question, je dis oui, une compétence technique peut s'exprimer sans compétence mentale, sauf qu'elles sont derrière. C'est pas parce que je dis que la personne qui fonctionne bien, la personne fonctionne bien, elle a des compétences mentales qui marchent. Il faut simplement les isoler parce qu'une compétence mentale qui marche en janvier ne marche plus forcément en décembre. Parce que la vie, quand même, elle est faite aussi de beaucoup d'aléas qui bousculent beaucoup l'estime de soi, qui bousculent ensuite les émotions, qui bousculent l'énergie, qui bousculent la motivation, qui bousculent la concentration. Et ça, c'est des cercles vicieux que je peux voir. Donc, soyez prudents. Si vous fonctionnez bien, compétence technique, sachez pourquoi. J'ai l'exemple de 2 secondes d'un garçon qui s'appelait Esposito, que tout le monde a connu, un nageur. Il était médaille olympique et j'ai jamais pu me dire comment et pourquoi il était médaille olympique. Donc, il s'est retrouvé 30e très vite derrière. Et pour le remonter, il a fallu que je lui rappelle un peu tout ce qu'il savait faire spontanément. C'était un travail de reconstruction. À la deuxième question que vous m'avez posée, je ne saurais trop répondre. Est-ce que compétence mentale peut aider une compétence technique? Elle peut la seconder, oui, mais une compétence technique, c'est un savoir-faire. Un savoir-faire, c'est un savoir-faire. C'est un concept au niveau du central, du cerveau. Compétence mentale va dire c'est bien, elle va dire c'est mal, mais elle ne peut pas dire c'est faire mieux, quoi. Sauf en groupe, hein. Les groupes peuvent se dépasser, mais les personnes, non. Pour moi. Je ne suis que moi. Christian, un immense merci pour ce partage. On a parlé d'Antoine Rigaudot, on a parlé d'Esposito, on a parlé de modèles de performance mentale, on a parlé d'outils qui permettent de mieux prendre conscience de toutes les briques qui nous permettent d'arriver à ce flow, à cette concentration qui est la garante de la bonne application de ce qu'on sait faire. Et puis, on a également parlé d'équipe, de cette capacité collective à rester concentré tous ensemble pour surperformer. Un immense merci de votre présence avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur une autre thématique. Merci à tous de votre fidélité. Et encore une fois, merci Christian de ce beau témoignage. À très bientôt. Eh bien, merci à vous. Merci à Roland, merci à Victor et à tous ceux qui ont la gentillesse de m'écouter. À bientôt.